Mesdames et messieurs, chers intervenants, chers experts, chers participants du séminaire, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir et une réelle fierté que je prends la parole aujourd'hui pour modérer ce séminaire organisé par le LASPAD, le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dans le cadre de son programme politique, technologique et souveraineté en Afrique, particulièrement l'axe infrastructure. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, intitulé Technologie et grands travaux d'infrastructure de transport, l'exemple du TER au Sénégal est particulièrement stratégique, pertinente et d'actualité. Le train express régional, le TER, de Dakar n'est pas seulement un projet d'infrastructure majeure. Il constitue un véritable symbole de la volonté sénégalaise de moderniser sa mobilité urbaine, de désenclaver les territoires, de réduire les congestions chroniques et de moderniser sa mobilité dans une logique de développement durable et inclusif. Lancé dans le cadre du plan Sénégal émergent, ce projet emblématique relie désormais Dakar à Diamniadio avec une capacité quotidienne d'environ 115 000 passagers. Et sa deuxième phase vers l'aéroport international Blaise Diagne ouvre de nouvelles perspectives en termes de connectivité régionale. Au-delà des aspects techniques et technologiques, ingénierie ferroviaire de pointe, système de signalisation, intégration multimodale avec le BRT, ce séminaire nous invite à interroger des dimensions plus larges, telles que les enjeux de la souveraineté technologique et de transfert de savoir-faire, les impacts socio-économiques, environnementaux et urbains, les questions de gouvernance, de financement et de maintenance à long terme. Et surtout, les leçons que le Sénégal peut en tirer et partager avec le continent africain en matière de politique technologique appliquée aux infrastructures de transport. Dans un contexte où l'Afrique fait face à un important déficit infrastructurel, tout en portant les ambitions du zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et d'une industrialisation accélérée, l'exemple du TER offre un terrain d'analyse riche et concret. Ce séminaire vise à produire des analyses rigoureuses, croiser les regards disciplinaires et formuler des recommandations opérationnelles qui puissent nourrir à la fois la réflexion académique et l'action politique. Au cours de cette session d'échange, nous aurons le grand plaisir et l'honneur d'écouter la communication de M. Latirignan. M. Latirignan est un bâtisseur des systèmes complexes au service de la transformation des infrastructures africaines. Ingénieur en génie civil formé à l'École polytechnique de Montréal, il débute sa carrière au Canada, où pendant 7 ans, il conçoit et pilote des structures pour des projets d'envergure. Mais c'est au Sénégal qu'il a choisi de mettre son expertise au service d'un défi plus vaste, contribuer à transformer durablement les mobilités urbaines. À l'APIX SA, il rejoint le projet du train express régional de Dakar dès ses premières phases en tant qu'ingénieur en charge des infrastructures, avant d'en devenir le directeur de projet en 2019. Depuis, il a accompagné chaque étape de la vision à la réalisation opérationnelle au cœur d'un écosystème technique, institutionnel et financier particulièrement complexe. En parallèle, il poursuit un exécutif MBA au MIT, Massachusetts Institute of Technology, dont l'école de management est classée numéro 1 mondial par le Financial Times en 2026. À la croisée de l'ingénierie, de la stratégie et de l'innovation, Latirignan s'intéresse à une question centrale, à savoir comment les technologies peuvent-ils devenir un levier de souveraineté pour les grands projets d'infrastructure en Afrique. C'est cette conviction, nourrie par l'expérience du terrain, que M. Latirignan viendra partager avec nous dans ce séminaire. Merci, M. Nyan, d'avoir répondu à l'invitation du LASPAD. Sans plus tarder,
Monsieur Niang nous fera l'honneur de présenter une communication d'environ 40 minutes, à l'issue de laquelle nous ouvrirons une séance d'échange et de discussion avec le public. Je passe la parole à notre intervenant. Merci de votre aimable attention et bon séminaire à tous. Donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. J'ai beaucoup de plaisir à participer à ce séminaire et à cette communication justement sur cette problématique qui m'intéresse depuis assez longtemps, c'est la combinaison entre la technologie et puis les travaux. Donc on fait souvent un procès par rapport à la technologie en disant que la technologie c'est pas euh, ça peut aider la production de grands travaux, mais ça peut aussi la détruire. Parce que une technologie qui est mal appropriée, elle n'est pas efficace et peut avoir l'effet contraire que celui qu'on souhaite. Et donc, j'ai voulu faire cette présentation justement pour montrer ces différents paramètres et comment on a fait, par exemple, dans le projet TER pour combiner technologie et surtout besoins des populations en termes de transport urbain. Donc, je vais partager ma présentation tout de suite. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir à l'écran. Apparemment, oui. Mbaye, vous arrivez à voir la présentation à l'écran? Oui, c'est bon. Super. Bon, je vais essayer de faire une présentation un peu plus courte parce que 40 minutes, je pense que c'est assez long et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont envie de déjeuner assez tôt. Et donc, je vais faire une présentation un peu plus courte, peut-être aux alentours de 20 à 25 minutes. Et après, on pourra ouvrir la séance de questions. Donc, en fait, le titre de la présentation, c'est vraiment comment bâtir de manière intelligente. Bon, le terme intelligent aussi est un peu on est un peu mal à l'aise avec ce terme parce que qu'est-ce que c'est bâtir de manière intelligente? C'est une question qu'on peut se poser parce que je sais pas, c'est quand même une question assez particulière. Bâtir de manière intelligente, ça suppose qu'on ait une certaine intelligence de bâtir et donc je trouve que c'est un peu une question qui est difficile à prendre. Je voulais quand même commencer en disant que en fait le rôle que nous avons et c'est la question commence par qui? Donc, en fait, nous sommes l'APIX, l'agence de la promotion des grands travaux au Sénégal. C'est une structure qui est un peu connue, je trouve, au Sénégal, et en fait, qui joue le rôle de un peu pivot de toutes les administrations en termes de délivrance des grands projets. Et à l'APIX, en fait, on a à la fois des compétences en gestion de projet, en ingénierie sociale et environnementale, en passation de marché et surtout à l'accélération des paiements, des décaissements. Parce qu'en fait, un projet, ce que les gens oublient souvent, ce n'est pas seulement la technique ou la technologie, c'est souvent tout ce qu'il y a autour. Et c'est là où souvent le bas blesse parce que les gens ont tendance à penser qu'il faut, pour des grands projets, recruter de bons ingénieurs, de bons techniciens, de bons euh, euh, enseignants ou de chercheurs. Non, non, non. Il faut aussi tout un écosystème qui marche. Et en fait, c'est là où vient un peu l'idée de la création de l'APIX, c'est parce que justement, l'État avait décidé justement de créer une structure qui puisse supplanter l'administration en termes de management des grands projets. Et donc, la prochaine question aussi importante et qui est en lien avec la technologie, c'est pourquoi on utilise les technologies et pourquoi tout cet appétit qu'on a aujourd'hui en projet et en grands travaux, c'est parce que d'abord, ça sert à transformer la vie des individus. Et je pense que c'est une chose sur laquelle on doit réfléchir quand on fait des projets. Le but de l'économie, c'est pas forcément de créer des données et puis des mesures comme le PIB, l'indice de développement humain. C'est surtout pour transformer la vie des individus. C'est sûr que ces mesures permettent d'apprécier si la personne a au final une meilleure condition sociale, etc. Mais le but premier, c'est vraiment transformer la vie des individus. Et cette citation, je la tiens de Madame Esther Duflo, qui est professeure prix Nobel 2019, et qui justement parlait beaucoup de ce questionnement fondamental de ramener l'économie aux besoins des individus justement
avoir une meilleure vie tout simplement. Et c'est pour ça qu'avec le TR, quand même, ce qu'on apprécie, c'est qu'il y a quand même un engouement des populations et il est très apprécié. Donc vous voyez ici, c'est une vidéo qui a été prise au niveau de la gare de Dakar. Donc on voit les gens se précipiter pour prendre le train. Et je pense que c'est un objectif qui est quand même atteint. C'est qu'à la fin de ce projet, qui est certes technologique, l'objectif c'est vraiment de transporter les gens de manière beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que bon, sur la slide, on voit la capacité aujourd'hui des trains, parce qu'on a 22 trains. Et chaque train a à peu près une capacité de 567 places. Et par jour, on a une capacité où on peut transporter 215 000 personnes par jour. Et aujourd'hui, on a un taux d'utilisation de cette capacité de 85%, ce qui est quand même très très bien pour l'idée du TR. Et moi, je me souviens, hein, l'idée qu'on se faisait du TR, c'est bon, c'est un projet technologique, personne ne va l'utiliser, etc. Mais à la fin, on se rend compte que les trains qu'on utilise sont insuffisants. Et que aujourd'hui, il faut construire plus et il faut étendre le réseau du TR au-delà de la région de Dakar. Et en fait, pourquoi j'ai choisi de mettre cette prochaine vidéo que vous voyez, c'est justement ce que pour faire écho à la citation que j'ai donnée, c'est le produit de sortie. C'est des gens, et là vous voyez une dame qui est satisfaite donc du train et qui dit qu'aujourd'hui ce TR a changé sa vie. Et en fait, nous, en tant qu'initiateur du projet, en tant que manager du projet, quand on voit ce genre de feedback, on ne peut qu'être content du service qu'on a rendu et faire en sorte de l'améliorer et d'étendre le territoire avec des TER beaucoup plus performants et efficaces. Et donc, ce qui m'amène à ma prochaine slide, c'est justement le projet en lui-même, le TR. Donc, on voit sur la carte, donc c'est une carte de la péninsule de Dakar, on voit en orange le TER, tous les cercles blancs, c'est tous les arrêts du TER. Donc, on voit qu'il y en a 13. Et en fait, la première phase du TER, donc de Dakar à Diamniadio, a été mise en service le 27 décembre 2021. Et vous voyez, il y a 13 stations. La 14e, c'est entre Diamniadio et l'aéroport qui est aujourd'hui en finalisation d'essai et qui devrait, dans le bon ordre des choses, être en service d'ici juillet 2026. Et ce qui est important de voir dans cette carte, c'est surtout la dynamique. Donc en fait, on voit la vieille ville de Dakar dans la partie gauche de la péninsule et surtout la nouvelle ville de Diamniadio qui était à un moment donné l'objectif et après la desserte de l'aéroport international Blaise Diagne qui était un second objectif bien entendu. Et donc tout ça, il faut un moyen de transport efficace qui puisse drainer le plus de personnes possible par heure. Et le transport par voiture ou par système de transport conventionnel n'est pas adéquat parce qu'il faut drainer un flux de personnes très important par heure. Et donc c'est pour ça que le choix a été porté sur le TER. Alors pourquoi il est urgent maintenant de construire des projets comme ça? C'est parce que la population africaine va grandir, elle va doubler d'ici 2050. Donc on passe de 700 millions à 1,4 milliard de personnes d'ici 2050. Et en fait, toutes ces personnes, c'est des personnes urbaines. Donc c'est les grandes villes qui vont grossir au fur et à mesure. Donc vous voyez sur la carte, vous avez l'exemple du Caire, vous avez Lagos avec 14,4 millions d'habitants, Kinshasa aussi, et Dakar progressivement qui grandit, qui est encore assez loin du Caire et de Kinshasa, mais qui grandit au fur et à mesure. Et d'ici 2050, toutes ces villes vont grandir. Et le problème, c'est le déficit en infrastructure. Alors moi, une stat que j'aime bien rappeler, c'est le gap en termes d'infrastructure que la Banque africaine de développement a identifié. La Banque africaine de développement parle de plus de 100 milliards de dollars de gap en termes d'infrastructure par an. C'est-à-dire ce que l'État ne peut pas faire. Et c'est à peu près 66 milliards de francs CFA par an que l'Afrique perd chaque année en termes d'infrastructure et a besoin.
Et donc, si on ramène à l'échelle du Sénégal, dans la loi de finances initiale, on a un budget pour les crédits de paiement de plus de 116 milliards de francs CFA en termes d'infrastructure. 716 milliards de francs CFA en infrastructure pour l'année 2026. Si on divise par mois, ça fait à peu près 60 milliards. Donc, on a besoin par mois, en 2026, d'exécuter 60 milliards en termes de travaux. Bon, il est sûr qu'on n'atteint pas ces chiffres. Mais c'est pour dire qu'en fait, il y a ces besoins urgents de réaliser l'infrastructure. Et de l'autre, il y a la problématique de la dette que vous connaissez très bien, où les États africains ont du mal à financer ces infrastructures. Et donc là, on a dans une sorte de paradoxe, comment on fait pour articuler tout ça. C'est pas évident à faire parce que chaque an, comme on l'a dit, on a besoin d'infrastructures et chaque an, on doit payer pour rembourser la dette. Donc il faut trouver des mécanismes assez novateurs pour justement essayer de remplir la mission, c'est-à-dire de délivrer ces infrastructures qui, je rappelle, permettent d'augmenter la vie des gens, d'aider à la réussite de la vie des gens, tout simplement. Et sur cette slide aussi, ce qui est très important, c'est de voir le rôle de Dakar. Dakar prend 0,3% du territoire et concentre 66% des activités économiques. C'est considérable. C'est juste pour faire écho à cette idée selon laquelle la ville, aujourd'hui, elle est indispensable. Elle fait que croître. Et en fait, on doit essayer de bâtir la ville d'une autre façon, de manière intelligente. Et voilà, donc maintenant, ce que je voulais montrer, c'est le TR avant. Avant le TR, il y avait le petit train de banlieue et il y avait un train qui reliait la ville de Dakar aux différentes régions du Sénégal. Et en fait, on voit l'état des lieux avant le TR. Donc, vous voyez que c'est pas une emprise qui est sécuritaire. Vous voyez que bon, il y a des gens qui sont sous l'emprise. Aujourd'hui, c'est impensable de faire ça. Et vous voyez tous les déchets. Et en fait, pourquoi j'aime bien ces vidéos, c'est qu'on voit la gare de Colobane avant. Donc, la gare de Colobane, elle est sur. Donc, vous la voyez ici sur la vidéo. Vous avez les conditions dans lesquelles elle était. C'est pas possible de faire des projets comme ça. Et donc, l'idée du TR, justement, c'était de rehausser cette valeur et de construire des bâtiments beaucoup plus intelligents et de construire une infrastructure beaucoup plus résiliente et intelligente. Et donc, j'aime bien ces photos aussi parce que c'est des photos qui montrent aussi l'emprise avant. Donc, on voit le rail, on voit des enfants aussi. Donc, c'est le futur. Ces enfants aujourd'hui ont peut-être la vingtaine ou sont au début de la trentaine. Et donc, c'est pour dire que le temps passe et en fait, on essaie aussi, comme on le dit depuis le début, c'est une chose que je répéterai souvent, c'est d'améliorer vraiment la condition des gens. Et ça, c'est le but premier de l'économie et des infrastructures. Et donc, on voit les gens qui sont, les enfants qui jouent dans une emprise ferroviaire. Et ça, c'était en 2015. Hein. Et ça dénote le manque de sécurité qu'il y avait à l'époque et le besoin de rehausser cette infrastructure. Maintenant, la question, c'est comment rehausser cette infrastructure et c'est le gros, en fait, de la présentation. Comment on fait et quels outils on utilise. Sachant que nous, en termes de grands travaux, on a utilisé beaucoup d'outils. Et des outils, on va dire, très technologiques à l'époque. Par exemple, le drone, on l'a utilisé en 2015, vous imaginez, pour surveiller les chantiers. Parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas le TR. Alors, on ne comprenait pas pourquoi on avait besoin d'autant d'emprise. Donc, on a fait une vidéo pour vulgariser ça. Et donc, sur la partie jaune, on voit en fait toute l'emprise qu'on prend. Et en fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi on prenait beaucoup plus que l'emprise qui était existante. C'est parce qu'en fait, le TER est un projet complexe. C'est un projet où il faut construire des infrastructures ferroviaires, mais il faut aussi construire des infrastructures routières. Par exemple, on a construit plus de 17 km de route pour un projet ferroviaire dans une phase 1 de 36 km. On a construit des systèmes d'assainissement. En fait, c'est une vraie ville qu'on a construite durant tout ce projet qui a été mené de 2015 à 2021, donc cette première phase. Et c'est ça qu'on a voulu montrer et communiquer dans cette vidéo. Et je pense que c'est très important de faire ça. Et donc, on a pris un drone, on a montré ce qu'on allait faire. Et donc là, on est à Colobane, par exemple, on voit
c'est le futur site de maintenance. À l'époque, on l'avait pas construit. Et donc, on a déplacé plus de 700 personnes pour réaliser ce site de maintenance. Et après, chaque fois, on voit l'emprise qu'on prend. Et vous allez voir que des fois, on prend des emprises qui sont très, très importantes pour construire le projet. Comme vous le dit, dans ce projet, on a un projet de train qui relie Dakar à Diamniadio dans une première phase. Et en fait, l'idée, c'était de faire un train qui transporte beaucoup de personnes. Et donc, qui dit transporter beaucoup de personnes, il faut une fréquence très importante du train. Donc aujourd'hui, on a eu 15 trains pour la première phase. Et donc, on a un train toutes les 10 minutes. Parce que si vous avez un train toutes les 10 minutes, donc vous avez besoin de 6 trains par sens. Donc ça fait 6 fois 2, ça fait 12. Et avec 3 trains de réserve, ça fait 15. Donc c'était l'idée. Mais ce qui est très important et qu'on voit sur la vidéo là, c'est qu'on a coupé tous les passages à niveau. C'est-à-dire que avoir une voiture qui traverse une emprise ferroviaire, c'est interdit. Et c'est pas sécuritaire. Donc, à la place de ça, on a fait des ponts. Donc, on a fait 15 ponts qui permettent de franchir la voie ferroviaire et de se relier sur la route nationale ou sur les routes qui étaient à notre disposition. On a fait dévier des conduites d'hydrocarbures. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas seulement un projet ferroviaire, parce qu'on entend projet de train, en général, on a l'impression que bon, c'est juste des trains, des gares qu'on met et puis qu'on décide de faire fonctionner, mais c'est tout un projet urbain qui a été fait de restructuration de la ville de Dakar. Donc en fait là, vous voyez encore l'emprise qui a été prise. Là aussi, c'est un pont un passage à niveau qu'on a fermé et qu'on a transformé en pont. Donc on a dû indemniser beaucoup de populations et d'entreprises. On a dû déplacer beaucoup de populations pour faire ce projet-là. Et vous avez vu les contraintes aussi, hein. Donc on a croisé l'autoroute à péage, ça c'est au niveau on appelle le pôle de Seven-Up, c'est à l'entrée de Pékin. Et ça c'est toutes les passerelles qu'on a démolies, parce qu'en fait le nouveau gabarit du train imposait que c'est de construire de nouvelles passerelles. Donc vous voyez là le petit train de banlieue sur la vidéo, et vous voyez l'ensemble des personnes qui marchent sur l'emprise. C'est en 2015. Et regardez là, il y a un marché c'est le fameux marché de Tcharoy qu'on a déplacé. Et donc là, vous voyez qu'on prend plus. Donc là, c'est les maisons qu'on a démolies. Donc vous voyez toute l'emprise jaune, ça c'est les maisons qui ont été justement démolies. Et donc c'est beaucoup de travail parce qu'il faut identifier toutes les personnes qu'on impacte et les indemniser de manière juste et démolir l'emprise et pour construire le projet du TER. Donc je vais aller sur ma prochaine slide et en fait elle fait référence un peu à ce qu'on a vu, c'est le tracé du TER dans son environnement et en fait tout ce qu'on voit en orange ou en bleu, c'est en fait la densité des populations qu'on traverse. Et donc que ce soit le TER ou le BRT qui est au nord en ce moment, donc qui va de Guédiawaye jusqu'à Dakar, en fait l'idée c'est de traverser des zones très denses. Et donc on peut dire que à la fois le corridor que traverse le TER ou le BRT, ce sont les zones les plus denses du Sénégal. C'est là où au mètre carré il y a le plus de population. Et donc qu'il faut transporter d'une manière très efficace. Et donc pour ça, l'idée c'est qu'il faut bien cartographier et bien positionner le projet. Donc sur la photo à gauche, on voit le projet avant le TER, donc c'était le petit train de banlieue, les trains de marchandises, avec une emprise de 30 à 35 mètres. Et à droite, c'est ce qu'on doit construire. Donc c'est le TER avec une emprise beaucoup plus grande. Et donc qui dit emprise plus grande, qui dit déplacement de population, démolition d'emprise, et donc juste pour avoir cette emprise de 45 mètres. Et donc on voit dans la partie gauche, donc c'est une vue d'en haut, c'est la situation qu'on a fait face en référence. Donc on voit toutes les maisons qu'il y a autour et puis le tracé ferroviaire. Après on a superposé le nouveau tracé. Parce que dans la coupe, on a 2 voies électriques, donc des voies UC, et on a une voie métrique. Et donc, quand on superpose le tracé, on voit qu'il y a en interférence avec des bâtis existants et puis des zones existantes qu'il faut démolir et déplacer. Donc, en fait, après, on a mis la ligne du projet. C'est la ligne orange.
Et donc, tout ce qui est dans ce corridor-là doit partir. Donc, c'est ce qu'on a mis dans la photo qui est à droite. Et donc, c'est un travail énorme de recensement. C'est une véritable ingénierie sociale qu'on a faite pour savoir pour chaque parcelle, pour chaque personne, c'est à qui, quelle est sa carte d'identité, où est-ce qu'il est géographiquement, est-ce que c'est un bailleur ou un propriétaire, est-ce que c'est un propriétaire de terrain nu, est-ce que c'est un propriétaire de concession, est-ce que c'est un propriétaire d'une place d'affaires. Et après, l'indemniser et le déplacer. Donc tout ça, nous avons utilisé un outil qui s'appelle ArcGIS. Et en fait, c'est un logiciel, mais il fait partie des systèmes d'information géographique. Et donc, on voit dans la vidéo, en fait, on voit le tracé du TR, et en fait, chaque fois, on identifie, ça c'était dans une zone très simple, c'est en phase 2, parce qu'il y a beaucoup de champs. Donc, on identifie le propriétaire, et en vert, c'est si la personne a été payée. Et chaque fois, on est en train de monitorer justement le paiement, et en fait, quand tout est vert, c'est quand qu'on prend toute l'emprise et qu'on passe aux travaux de démolition. Donc ça, c'est des outils quand même très importants et ce sont fondamentaux parce que vous pouvez pas commencer un projet si vous ne libérez pas l'emprise. Et donc pour libérer l'emprise, il faut absolument bien recenser les personnes qui sont sur le tracé. Aussi, une autre technologie qui est très importante qu'on a utilisée, c'est le train. Parce que le train qu'on a utilisé, on l'a dimensionné à la réalité du Sénégal. On pouvait déjà, on voulait un train électrique. Mais on sait qu'au Sénégal, on ne peut pas faire un train à 100% électrique. Parce qu'il y a des coupures d'électricité. Donc le train est bimode. Il fonctionne à la fois avec l'électricité et le diesel. Donc aujourd'hui, le diesel est utilisé à 85%. Enfin, l'électricité est utilisée à 85% et le diesel à 15%. Parce que quand on veut drainer encore une fois un nombre de population très important, il faut que le train circule tout le temps. Et il faut éviter le plus de pannes qui sont liées à l'électricité. Donc c'est un choix quand même technologique très important et qui a été fait par l'État du Sénégal à l'époque. Et donc c'est une composante qu'on a acheté à l'étranger. Donc sur cette carte, on voit en fait tout le process qui va de la conception du train à Reichshoffen, c'est proche de Strasbourg. Et après, dans la partie 2, il a été transporté jusqu'au Havre et du Havre, il est venu jusqu'au Sénégal. Parce qu'en fait, effectivement, au Sénégal, on ne produit pas de train de cette complexité-là. Et donc, voilà, donc on voit les images du train qui a été transporté, donc fabriqué et transporté de France à Dakar. Et ça, c'était des étapes cruciales. Il a été monté au Sénégal. Et donc on voit sur cette vidéo aujourd'hui le centre de maintenance de Colobane. Donc ce centre de maintenance aujourd'hui, donc on a déplacé plus de 700 personnes pour construire ce centre. Et c'est un centre d'une grande technologie. C'est un centre où on fait toutes les opérations de maintenance sur le train. Et donc pour rappel, on a plus de 22 rames aujourd'hui. On a 15 pour la phase 1 et 7 pour la phase 2. Donc ça fait 22. Et aujourd'hui, on fait ces dessertes Dakar, Diamniadio en 10 minutes. Et avec l'aéroport international Blaise Diagne, une fois que le raccordement sera fait, ce sera un train toutes les 8 ou 7 minutes. 8 minutes, disons. 8 minutes et quelques. Et donc, l'idée, c'est de desservir l'aéroport, de faire en sorte que les populations sortent de Dakar. C'est ça qui est très important. En pointe du matin, en pointe du soir. Et en fait, justement, de fluidifier la circulation des personnes. Autre technologie très importante utilisée, c'est, comme on l'a dit, c'est l'électricité. Donc l'électricité, c'est un sujet majeur en termes de transport, mais aussi en termes de transition écologique. Vous le savez, en fait, les hydrocarbures participent beaucoup au chargement en termes de CO2, d'oxyde de carbone de l'atmosphère. Et donc, en fait, tout ce qui est énergie fossile, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'idée, c'est de penser loin et de dire que dans un futur, on va tout électrifier et le mode de production d'électricité va changer. Donc, aujourd'hui, le TR fonctionne en mode électrique, mais l'énergie qui fait fonctionner le TR est encore en utilisant des énergies fossiles. Donc, en fait, on a toujours des centrales qui brûlent
les énergies fossiles, donc le carburant, et qui transforme grâce à ce fameux théorème de Laplace, on transforme l'énergie en puissance de vapeur qui fait tourner une turbine et qui produit de l'électricité. Donc en fait, la Sénélec, c'est basé sur deux stations, Sénélec de Kounoune et de Cap des Biches, qui produisent du courant à 90 kV. Donc sur les grandes lignes qu'on voit haute tension. Et en fait, nous, avec le TR, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme cette énergie de 90 kV à une énergie de 25 kV. Donc on a construit une sous-station électrique qui permet d'abaisser cette tension, un peu comme si vous voulez faire fonctionner une machine qui fonctionne en 220 à 120. Ben, on a construit un poste de sous-tension électrique en bas, donc il transforme l'énergie de 90 kV à 25 kV. Et donc tout ça pour justement faire en sorte que le train utilise une énergie propre. Et maintenant le travail, et ça c'est fait c'est un travail qui va être fait par l'État du Sénégal, c'est de transformer la source. Donc on ne produise plus l'électricité avec des énergies fossiles et qu'on utilise des énergies propres. Solaire, le vent aussi sont des énergies qu'il faut prioriser. Et le gaz aussi, avec ses stratégies de gaz sport. Même si le gaz a encore une partie qui n'est pas propre à 100%. Et donc, cette énergie, en fait, ce courant est capté par ce qu'on appelle la caténaire. La caténaire, c'est le poteau qu'on voit en bas, avec un fil de contact et un fil alimenté. Et donc, c'est lui qui récupère cette énergie et qui fait avancer le train avec cette traction électrique. Et donc, on voit à droite ce qu'on appelle le pantographe qui capte le fil électrique et qui fait avancer le train avec cette énergie électrique. Autre chose très importante dans le cadre du TER, c'est la signalisation. Car pour faire avancer un train avec un flux important de personnes, il faut un système de signalisation parce que les trains doivent se suivre. Et donc, il faut éviter les collisions, il faut éviter que les trains soient trop proches. Et donc, on a un système extrêmement intelligent qu'on a utilisé, c'est le RTMS niveau 2. Et ce système-là permet en fait de contrôler la vitesse du train à partir d'un centre de commande opérationnel. Et donc, en fait, le conducteur a très peu de manœuvres. Tout est piloté à distance. Et en fait, l'idée, c'est que de s'arranger pour que la distance entre les trains soit réglementée. Et donc, éviter l'autonomie du conducteur. Aussi, on a, toutes les communications, et ça, cette vidéo que j'ai voulu un peu montrer, c'est que les communications aussi sont faites à partir du poste de commande. Donc, on voit ici, tout ce qui est appareil de voie, donc toutes les communications qui permettent de changer de direction sont faites à partir du centre opérationnel ferroviaire qui est à Colobane toujours. Et aussi, la partie très intéressante en termes de technologie, c'est les gares. Comme vous l'a dit, les gares, on a opté pour avoir un parti pris écologique. Et en fait, toutes les gares qui étaient existantes et qui avaient un passé historique très important étaient conservées. Donc je parle de la gare de Dakar, la gare de Rufisque et la gare de Bargny. La gare de Dakar et de Rufisque, elle date du 19e siècle, fin du 19e siècle. Et donc surtout la gare de Rufisque, c'est la plus ancienne, 1980, 79, 80. Et donc c'est quand même des gares qui sont 1879, pardon. Et donc c'est des gares qui sont très anciennes. Et donc qu'on a voulu réhabiliter, l'État du Sénégal a voulu réhabiliter. Et donc le fait de réhabiliter une gare, en fait, ce que ça fait, c'est d'éviter de construire de nouvelles gares en utilisant le ciment et l'acier. Parce que le ciment et l'acier sont des matériaux qui diffusent beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Une tonne de ciment produite rejette une tonne de CO2 dans l'atmosphère et une tonne d'acier produite rejette quasiment 2 tonnes de CO2. Donc en fait, l'idée pour aboutir aux objectifs des accords de Paris
c'est vraiment de couper les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2050. Parce que sinon, la température va augmenter. Et en fait, si la température augmente, c'est pas la Terre qui va disparaître, parce que la Terre sera toujours là, mais c'est l'écosystème, tous les écosystèmes, que ce soit les êtres humains et certaines, certaines espèces qui vont disparaître. En fait, c'est ça l'enjeu majeur. Et c'est la raison pour laquelle il faut construire de manière beaucoup plus durable et avoir une approche systémique en termes d'écologie. Et donc, comme on l'a dit, pour les anciennes gares, on a utilisé donc on a réhabilité les gares existantes. Donc en fait, on a consommé très peu de béton et d'acier. On a fait un peu ce qu'on appelle du rafistolage. Mais si vous allez à la gare de Dakar et de Rufisque, vous verrez que les travaux de réhabilitation étaient quand même bien faits. Et pour toutes les nouvelles gares, on est parti sur une nouvelle approche. C'est de construire avec des matériaux locaux, de la BTC. La BTC, il y a très peu de ciment. Moins de ciment en tout cas que les briques traditionnelles. Et le bois. Et d'éviter le plus possible l'acier et le béton. Donc ici, on a utilisé quand même du béton pour les fondations. Et un peu l'acier pour la charpente. Mais la gare en elle-même, la structure est autoportante. Donc moi, je suis quand même ingénieur en structure, donc béton, acier de formation. Et effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, il faut construire en béton, en acier que pour des ouvrages très importants comme des centrales électriques, des bâtiments de grande envergure, mais pour des bâtiments traditionnels ou des bâtiments administratifs, il faut utiliser des matériaux locaux. Parce qu'en fait, on rejette beaucoup plus de CO2. C'est vrai que l'Afrique aujourd'hui n'a pas de responsabilité, ou bien une responsabilité moindre en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais je pense que ça économise en fait les coûts de l'État à long terme. Parce qu'en fait, vous avez moins de charges en termes de consommation en électricité, pour les climatisations, pour l'énergie. Et ça participe justement à baisser les frais de l'État pour ces choses-là. Et donc, je pense qu'il faut avoir une approche quand même assez forte en termes d'écologie et surtout si l'État commence à faire des bâtiments en terre, en fait les populations vont suivre. Parce qu'en fait le paradigme qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens veulent construire en béton parce que c'est neuf et que construire en terre ça fait un peu rétrograde. Mais aujourd'hui, il faut qu'on continue à bâtir en terre parce que ça fait partie aussi de notre identité. Et en fait l'État doit promouvoir ce genre de construction. Parce que si l'État participe à la promotion de ce genre d'infrastructure, ben en fait, les populations vont suivre. Et donc, vous voyez, donc, pendant la construction, bon, on a utilisé une structure portante en terre et on a essayé de minimiser le plus possible l'acier et le béton. Donc, on a utilisé des cabinets d'architecture bioclimatique en ce sens. Donc voilà. Bon, moi, ça fait le tour de ma présentation. Donc, grosso modo, les grands outils qu'on a utilisés, c'est le drone. On a utilisé les systèmes d'information géographique, le tri, qui était une composante extrêmement importante, et les gares et l'énergie. Donc, c'est ces 5-6 points qui ont été utilisés, justement, pour faire en sorte d'allier technologie et surtout produit de sortie. Le produit de sortie, c'est vraiment le fait que les populations puissent utiliser le TR aujourd'hui et que au lieu de faire 2 heures pour faire un trajet, on fait 15 minutes ou 10 minutes. C'est vraiment pour ça qu'on utilise cette technologie et c'est pas pour autre chose. Donc je vous remercie à tous pour avoir suivi cette présentation et je suis très heureux de répondre à l'ensemble des questions. Merci encore. Merci, monsieur Lantignon, pour cette belle présentation. Ça a été d'ailleurs une présentation très pertinente et très riche en contenu. Moi, en tant que modérateur, je ne saurais vraiment faire le récap de ce qui a été dit, mais quand même, je vais essayer. Un peu pour faire le récap, vous avez pensé en filigrane dans votre présentation, nous présenter le terre comme une infrastructure de transport qui vient de transformer la vie des individus.
Le TER, un projet à fort capacité qui vient en appoint à la mobilité urbaine avec comme objectif d'améliorer le déplacement des biens et des personnes. Le TER est vu aussi comme une infrastructure de rééquilibrage territorial. Aujourd'hui, pour assurer une bonne desserte intra-urbaine entre Dakar et sa couronne périurbaine, sa périphérie, mais aussi développer des infrastructures comme le TER est aujourd'hui une urgence en Afrique, au Sénégal en particulier, à cause de la croissance démographique exponentielle. Le TER aussi a comme objectif, comme vous l'avez dit tantôt dans votre présentation, de décongestionner la ville de Dakar et sa banlieue, sa couronne périurbaine. La grande question qui constitue aujourd'hui euh, le fardeau de notre présentation, le thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir comment améliorer le visage du transport ferroviaire au Sénégal, vous avez reconduit avec comme des outils technologiques que vous avez déployés dans la conception et dans la réalisation du projet, les drones pour le visionnage, mais aussi vous avez fait un exercice de cartographie des populations impactées par un recensement. Vous avez aussi comme des outils que vous avez utilisés dans la conception du projet, les outils SIG, des systèmes d'information géographique, à savoir le logiciel ArcGIS, mais aussi les trains qui constituent un support du transport ferroviaire, du train. L'énergie, l'électricité qui est un moteur essentiel pour le fonctionnement du TR, mais aussi la signalisation qui est avec un système de signalisation intelligent pour améliorer la fluidité du trafic, mais aussi des gares avec une réhabilitation des gares ferroviaires pour promouvoir les matériaux biologiques et locaux. Vraiment, ça a été une présentation très, très, très riche en contenu. Et merci pour cette présentation. Je vous en prie. Pour moi, j'avais, comme on le fait d'habitude, avec une rubrique de questions. Je voulais partir avec une question beaucoup plus générale sur le projet TR. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire brièvement, au regard de tout cet arsenal, entre guillemets, technologique déployé, comment ces outils technologiques peuvent-ils devenir aujourd'hui un levier de souveraineté pour les grands projets d'infrastructure de transport en Afrique? Oui, donc ça c'est une question extrêmement intéressante. Comment ces outils peuvent être aujourd'hui un levier? En fait, c'est que déjà, je vais parler de deux outils très, très importants qu'on a utilisés, qui sont pas beaucoup utilisés au Sénégal, c'est les drones et tout ce qui est système d'information géographique. Les drones aujourd'hui, c'est un outil puissant qui permet aujourd'hui non seulement de communiquer sur le projet, mais aussi de voir l'état d'avancement d'un projet. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est pour les réclamations des titulaires, parce que vous savez, on a des entreprises sont là pour faire des profits. Et les entreprises, la problématique du TR, c'est que le projet devait durer 26 mois. Il a duré 56 mois. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle en anglais extension of time et des perturbations. Et en fait, l'entreprise, vous imaginez, vous avez une entreprise, vous dites, bon, moi, j'ai mon contrat il y a 26 mois. Aujourd'hui, tu me dis c'est 56, mais il y a des impacts. Et pour ça, il va te dire, ouais, mais moi, j'ai mobilisé des machines ici, j'ai mobilisé des gens ici, et ils étaient là à telle heure. Et en fait, nous, le moyen qu'on avait pour vérifier si le bien fondé de l'entreprise par rapport à ça, c'est la surveillance par drone. On faisait une surveillance toutes les semaines. Donc, on a des vidéos chaque semaine de l'évolution du projet TER. Et donc, sur les vidéos, quand lui dit, ah, moi, j'avais mon bulldozer qui était au PK, au point kilométrique numéro 6, bon, la vidéo dit, non, non, elle était pas là. Regarde la vidéo. Ah, ok, d'accord. Donc, ça nous a permis, c'est un levier très important de négociation. Les gens l'oublient. Et c'est un levier très, très important de négociation, le drone. Numéro 1. Numéro 2, il permet aussi, dans le transport, de réguler la circulation. Imaginez si vous aviez une campagne de drone un peu partout à Dakar. Et que les gens, je sais pas moi, ils ont accès à la circulation en ligne, des vidéos. Tu veux te rendre à Diamniadio, tu vois ton téléphone, tu dis, ah, là, il y a beaucoup de circulation, bon, je vais pas prendre la voiture pour le moment, je vais attendre. En fait, c'est un moyen, au lieu de se mettre à construire des ponts tout le temps,
de réguler la circulation aussi. Et ça, il y a certaines villes qui ont fait ça aux États-Unis et qui permettent aujourd'hui au lieu de se mettre à construire plus de routes, plus de ponts, faire en sorte d'étaler la demande sur le temps. Ok? Donc ça, c'est des outils quand même très importants. Et ArcGIS, tout ce qui est outils GIS, c'est aussi fondamental pour faire des projets. Si vous voulez faire un projet de route, un projet de chemin de fer, vous êtes obligé de déplacer des personnes. Et ces gens, il faut les déplacer souvent dans un temps record. Donc, il faut avoir un outil qui permet de savoir où sont les personnes à telle heure, quelle est leur carte d'identité, où est-ce qu'ils sont joignables, et quel est le montant d'indemnisation, quels sont leurs impenses, qu'est-ce qui est sur leur terrain. Par exemple, vous êtes sur une maison, on vous dit que le projet est impacté, mais vous dites, mais moi, j'ai une maison avec, j'ai un immeuble avec 7 étages, j'ai un arbre qui est ici, qui me tient à cœur, mais tout ça, ça fait partie de votre indemnisation. Et il faut le comptabiliser. Donc ça, il faut des enquêtes de terrain, il faut toute une mécanique incroyable. Et ça aussi, pour tous les projets qu'on doit faire, c'est quelque chose qui est indispensable. Parce qu'en fait, comme on construit en ce moment et comme on a construit, en fait, on construit souvent sur des points d'eau et donc il faut déplacer des gens parce que il y a des risques d'inondation et donc c'est des contraintes qui sont extrêmement importantes. Donc en fait, ces deux principaux outils, je trouve que c'est des leviers très très importants pour les villes urbaines futures. Et comme on l'a dit, d'ici 2050, les populations la population africaine va doubler et elle va se concentrer en ville. Et donc vous avez des gens qui seront agglutinés sur eux-mêmes et qu'il faudra déplacer pour faire des projets obligatoirement. Et donc il faut maîtriser ces outils. Ça je pense que c'est fondamental. Et en fait, toutes les startups aujourd'hui qui font des projets qui sont autour de ça, on voit que ça marche quand même très bien. Parce que c'est un besoin qui est là, en fait. Tous les projets, les grands projets, on a besoin de faire cette identification visuelle. Et donc, le drone et les outils GIS sont extrêmement importants. Merci, Monsieur Nyon. Merci. Avant de donner la parole au public, comme on le fait à l'accoutumée, j'avais une deuxième question qui s'inscrit toujours dans cette rubrique de questions générales sur le projet TR. Bien sûr. À savoir, à partir de mes recherches faites sur le thème, Ouais. je parle bien sur le contrôle du public. Plusieurs projets ferroviaires en Afrique ont échoué ou ont connu des retards majeurs, comme Ouais. la boucle ferroviaire Niger-Bénin bloquée, Ouais. la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako Ouais. et le projet avorté de la ligne transsaharienne. Selon vous, aujourd'hui, pourquoi tant de projets ferroviaires échouent ou tardent à voir le jour en Afrique? Bon, en fait, ça, c'est une question très large. Il y a beaucoup de choses dedans et il faut essayer de disséquer un peu chaque problème. Première chose, il faut une volonté claire de l'État. Sans État, il n'y a pas de projet. Ça, il faut que l'État soit très clair par rapport à ce qu'il veut, clairement. Parce que des fois, on dit, ah non, on veut un projet avec 2 voies ferrées. Non, finalement, c'est 4, on change. Quand on change les paramètres de conception, c'est d'autres études, c'est des impacts. Et en fait, quand la machine de conception tourne sans jamais s'arrêter, en fait, ça fait souvent des éléphants blancs où on dit, on pense des projets, mais ils sortent jamais de terre. Donc, il y a une volonté, et ça, c'est l'État. Quand je dis l'État, c'est à la fois le gouvernement et l'ensemble des structures qui font partie du gouvernement, d'être très clair par rapport à ce qu'on souhaite. Une fois que vous êtes clair par rapport à ce que vous souhaitez, vous mettez les moyens nécessaires pour construire ce projet. Déjà pour concevoir, vous prenez les cabinets qu'il faut, et il faut avoir un suivi de ces projets. Donc en fait, il y a une partie très forte déjà de l'État, donc que j'ai mentionné. Donc c'est à l'amont, c'est à la réflexion du projet. Numéro 2, il faut, je pense, une administration efficace, mais il faut aussi des entrepreneurs qui connaissent les marchés publics. Le problème au Sénégal aussi et dans les pays africains, c'est que beaucoup de gens se disent entrepreneurs, mais ils connaissent pas tous les aspects contractuels. Comment on fait pour exécuter un marché public. Et ça, c'est un gros problème parce que les gens gagnent des marchés. Bon, ils arrivent à avoir des marchés qui sont très complexes à exécuter. Les gens qui font de simples bâtiments R+3, R+4 par eux-mêmes, ils se disent, ah,
bon, maintenant je peux faire des trains ou des choses comme ça, alors que c'est pas du tout la même chose. Et quand ils gagnent ces marchés, ils ne connaissent pas le code des marchés et puis la partie contractualisation. Et on arrive souvent à des impasses. Et en fait, les projets sont retardés et ils ne finissent jamais à aboutir. C'est un gros problème. Alors, il y a une responsabilité de l'État, comme vous l'avez dit, c'est que l'État doit être très efficace. Parce qu'une fois qu'une entreprise, elle soumet un projet de décompte, donc elle a exécuté des travaux, l'État a 45 jours pour payer. Et j'en suis sûr que si on fait un retour d'expérience sur est-ce que l'État, dans tous les décomptes qu'elle a reçus, elle a payé en 45 jours, elle dépasse très largement le 45 jours. Donc il y a une partie de l'État, mais il y a une partie aussi de l'entreprise. Les entreprises, elles ont du mal à se structurer pour des projets de grande envergure. Car il faut savoir comment organiser à la fois les ressources matérielles, mais le capital humain. Ça, c'est fondamental. Mais beaucoup d'entreprises, en fait, ce qu'on constate souvent, c'est que très peu d'ingénieurs ouvrent une compagnie, les de construction. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas dans le domaine et qui sont dans la construction parce que bon, ils ont cette envie d'entreprendre et ils ont envie de faire des choses. Et souvent, vous voyez des gens qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur, n'ont pas de diplôme d'architecte et se prennent pour des ingénieurs et des architectes. Et c'est pour ça que souvent, moi, on me dit, ouais, pourquoi t'as pas décidé de faire une entreprise de construction, etc. Je dis, moi, si je fais une entreprise de construction, si j'impose mes normes, je serai trop cher. Et quelqu'un va dire, ah, mais le gars, il fait une dalle de 125, moi j'ai quelqu'un qui peut faire une dalle de 85. Après, c'est sûr qu'on fausse la compétition. Et c'est parce qu'il n'y a pas de garde-fou au niveau des lois pour construire et pour bâtir. Et donc un ingénieur qui entreprend est souvent plus cher qu'un simple entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, il coupe les prix. Il va chercher les matériaux au Japon, en Chine. Il va essayer de prendre son maçon pour lui faire le béton, tout ça. Donc après, c'est très difficile d'être compétitif avec un système comme ça. Et donc, il y a vraiment, pour répondre à votre question, structurer la construction. Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, par exemple, ces pays où j'ai travaillé et étudié, vous ne pouvez pas être entrepreneur et travailler et faire des bâtiments complexes si vous n'êtes pas dans l'ordre des ingénieurs. Ok? Et donc tous les plans qui sont visés, ils sont scellés par un ingénieur qui est dans l'ordre des ingénieurs. Et ici, on peut construire et ne pas pour autant se faire vérifier les plans. Bon, il y a des bureaux de contrôle, mais le problème c'est que c'est un système, le bureau de contrôle et le bureau d'études, qui, ma foi, pour moi, n'est pas très efficace. Parce que vous voyez, il y a des bâtiments aujourd'hui qui s'effondrent à Dakar, il y a des bâtiments qui s'effondrent au Sénégal, et il y a un véritable problème de construction. Moi, je parle de ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Je suis ingénieur j'ai vraiment fait du béton et de l'acier pendant 7 ans quand j'étais au Canada, aux États-Unis, et en fait, ça me fait mal de voir ça. Et de voir comment on construit. Moi, je vois des fois, je rentre dans des chantiers et je vois comment on construit. Des fois, je regarde même pas parce que je me dis, c'est pas du tout comme il faut faire. Et en fait, il y a un rôle à la fois de l'État, mais un rôle du privé. Et donc, il y a vraiment besoin de restructurer ces chantiers-là. Et donc, pour revenir à votre question, il y a beaucoup de projets qui, mal structurés, mal managés, finissent par être des éléphants blancs à ne jamais sortir. Par exemple, le projet du Dakar Bamako qui a été pensé depuis très longtemps, qui a tellement d'études d'avant-projet, ça, c'est pas un problème d'exécution forcément. C'est peut-être une volonté politique parce que souvent, les politiques, quand ils viennent au pouvoir, ils ont un mandat limité. Et ils ont besoin c'est comme un enfant qui a besoin de sucre. C'est des projets qui peuvent être exécutés très facilement. Mais Dakar Bamako, c'est un projet énorme. C'est comme une fois le TR. Et donc, vous pouvez pas le faire dans un mandat, c'est clair. Donc, chaque fois, il y a des études. Après, les gens abandonnent parce qu'ils sont à mi-mandat. Ils se disent, ah non, il faut qu'on ait des projets qui soient plus concrets et plus rapides. Et chaque fois, le projet est abandonné. Mais il y a tellement d'études qui ont déjà été faites. Tellement d'études. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est dans toute l'Afrique. Et donc, c'est pour ça que il y a aussi cette réflexion à long terme stratégique qu'il faut avoir. Et donc c'est un peu les idées que j'ai derrière la tête par rapport à votre question, May.
Merci, Monsieur Laternion. Sauf que ce que je voulais en rajouter, c'est que aujourd'hui, vous ne pensez pas que les problèmes de financement, comme vous l'avez rappelé, une volonté une volonté claire, étatique, une administration efficace qui se manifeste à travers des contentieux juridiques, ou bien l'absence de ressources humaines qualifiées, porteurs de projets d'envergure. Est-ce que ça aussi, c'est pas une cause pour vous sur le Non, mais retard? pour la première partie de votre question, les financements, si l'État veut, les financements vont suivre. Souvent, ce qui arrive, c'est que les bailleurs de fonds ou les gens qui vous prêtent de l'argent, ils savent pas où est-ce que vous voulez aller. Parce que vous n'avez pas été clair. Donc, une fois que vous êtes clair, et une fois que vous avez les moyens, donc la trésorerie pour le faire, en principe, ça marche. Le problème aujourd'hui, c'est que le Sénégal fait face à, et beaucoup de pays africains, à cette problématique qu'on a identifiée. C'est qu'à la fois, il y a un problème d'infrastructure qu'il faut faire par an qui est énorme, et de l'autre côté, il y a le problème de la dette. Donc, c'est comme une épée de Damoclès qui est sur toi. Comment tu fais? Et c'est là, il faut des financements innovants. Il faut pas seulement utiliser les financements classiques, comme les prêts concessionnels. Bon, ça, c'est les financements classiques. C'est un bailleur qui vous prête de l'argent avec un taux plus faible et vous remboursez sur un différé, quoi. Mais aujourd'hui, il faut aller vers d'autres modes. Il y a le mode du crédit export qu'on a utilisé sur le TER, où un étranger vient et dit, OK, moi je finance, mais il faut que la part étrangère soit le plus important possible. Nous, on l'a utilisé pour les matériels roulants. Par exemple, Alstom, il est garanti par une banque française, parce qu'en fait, tout le contenu est quasiment français. C'est le seul contenu au niveau du terre où on a plus de 80% qui est étranger. Mais tout le reste, et c'est ça qui est très important aussi, qui a soulevé, c'est de la part locale. Par exemple, l'infrastructure, à 65%, c'est de la locale. L'infrastructure, c'est principalement le béton, la pierre et la terre, terrassement. Mais ça, tu vas pas acheter ça à l'étranger. Tu es obligé de le faire localement, soit avec d'une entreprise locale ou avec des sous-traitants. Donc ça fait vivre les entreprises périphériques. Mais c'est quand vous commandez de la technologie étrangère, c'est là où, effectivement, vous pouvez poser des questions. Il y a eu un débat par rapport au RAM. Oui, Alstom voulait se refaire par rapport au TR, mais le marché, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal, c'est 14 millions d'habitants. La Terre, c'est 8 milliards d'habitants. Et le marché sénégalais, par rapport au marché américain, par exemple, qui est de 300 millions de personnes, c'est rien. C'est rien du tout. Et le nombre de trains qu'on a besoin, c'est 14, 15, 22. Au Maroc, pour la Coupe du Monde qu'ils vont organiser, ils ont commandé 250 grammes. 250 grammes d'Alstom. Je veux dire qu'il faut mettre des choses en perspective. On a souvent l'impression que, oui, on veut se placer au centre du monde, le Sénégal est un pays important, c'est clair. Mais au niveau de l'architecture mondiale, on ne représente pas beaucoup. On est juste 14 millions sur 8 milliards. C'est une partie par millier. Et donc, il faut voir, quand une entreprise vient, c'est qu'elle a des intérêts. Et il faut que l'État soit assez fort pour défendre ses intérêts. Et c'est là où les efforts doivent être mis. Voilà. Donc, en fait, pour la partie financement, les moyens, pour revenir à la question, donc les nouveaux moyens de financer maintenant qu'on a, c'est ce qu'on appelle, c'est très intéressant parce que c'est du recyclement d'actifs. C'est-à-dire que, par exemple, pour les projets de transport, vous libérez une entreprise qui fait 45 mètres. Souvent, quand on libère, il y a des poches. Les poches, vous les valorisez et vous pouvez, avec un privé, créer ce qu'on appelle une SPV et faire des projets de logement et des choses comme ça. Et en fait, ce que vous allez récupérer comme argent, ben en fait, ça permet de nourrir cette SPV, ça permet de nourrir le projet. Donc ça, c'est en utilisant les actifs, soit aussi les bâtiments de l'État, le patrimoine de l'État. Ça aussi, c'est des modes de financement qu'il faut utiliser pour des projets ferroviaires, des projets de transport comme ça. Mais il faut toujours garder à l'esprit que le financement doit être diversifié. Vous pouvez pas tout faire avec un type de financement, c'est pas possible. Car c'est des montants très importants. Le TR, on parle plus de 788 milliards hors taxes, hors douane pour la phase 1, donc c'est des montants qui sont incroyables. Et vous pouvez pas le financer par un type de financement, il faut savoir le varier.
Donc voilà, je suis heureux de répondre aux différentes questions s'il y en a. Vous pouvez aussi écrire hein, sur le chat si vous avez des questions. Oui, Bonjour Néhat. à tous. Bonjour. Bonjour à Monsieur Latirnian, à Monsieur Maïning. Je vous remercie d'abord de votre belle intervention, ainsi aussi de nous avoir partagé votre expérience concernant le projet de TER. Moi, c'est Ndeye Fatouba, je suis étudiante en master gestion des territoires et développement local à l'Université de Lyon 2. Très Et bien. je m'intéresse particulièrement aux enjeux de l'aménagement du territoire, de la mobilité, particulièrement dans le contexte africain. Alors, ma question est la suivante. Au regard de la forte pression démographique que connaît Dakar, ainsi que les enjeux de rééquilibrage territorial, est-ce qu'il y a des projets en cours ou en vue d'élargir le réseau de TER, mais cette fois-ci au niveau interrégional, afin de peut-être inciter les personnes à s'adonner à la mobilité résidentielle, à trouver peut-être des opportunités ailleurs que Dakar, ou faire la navette d'une région à une autre, peut-être dans la journée. Est-ce qu'il y a des projets en cours ou en vue? Oui, donc en fait, quand vous voulez qu'on fonctionne, est-ce qu'on répond à chacune des questions au fur et à mesure ou on prend l'autre question? Moi, je préfère répondre au fur et à mesure, car c'est plus simple de le faire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'organisation? Je pense qu'on peut procéder ainsi. Ok, par rapport à votre question qui était très pertinente, je vais vous présenter un plan. Vous savez, moi, on est un peu ingénieur, donc nous, c'est la communication, c'est des dessins ou des plans. Hein. Parler, c'est bien, mais on aime bien utiliser des images. Donc, je vais vous partager avec une présentation qu'on a faite où vous allez voir vraiment les projets qui sont pensés en ce moment, sachant qu'il n'y a pas encore de décision par rapport à la priorisation des projets. Donnez-moi juste une minute. Voilà. Alors, je vais partager. Comment partager? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Je vais le mettre en print screen. Voilà. Bon, ça c'est le schéma global. En fait, quand on parle du Dakar-Bamako, c'est vraiment ça. Donc, vous voyez la partie sénégalaise en orange. Et vous voyez la partie en bleu, qui est la partie qui est plus malienne. D'accord? Ça, c'est le projet. C'est toujours le projet qui a nourri l'imaginaire. C'est le Dakar-Bamako. D'accord? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a réalisé, j'ai pas de. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est de Dakar à Diamniadio. D'accord? Donc, c'est une toute petite partie de 36 km, mais c'est la partie la plus dense du territoire. D'accord? Mais l'objectif du TR, ça a toujours été d'élargir au niveau des régions. Donc, quand on va faire la phase 2 du TR, donc on va mettre en service la phase 2 en juillet 2026, on sera dans la région de Thiès parce que l'aéroport international Blaise Diagne est dans la région de Thiès. Mais l'idée, c'est d'aller après Thiès. Donc, en fait, ça, c'est des scénarios qu'on avait proposés pour justement étendre le terre. Donc, en fait, on voit Diamniadio, ça, c'est la fin de la phase 1 ici. Et après, c'est comment relier Thiès. Et sachant qu'aujourd'hui, on va terminer en gris la liaison jusqu'à l'aéroport. La liaison jusqu'à l'aéroport, donc en fait, on va aussi créer une gare à Sébikotane, qui n'existait pas. Donc il y aura
on sera dans la région de Thiès en 2026, on aura la gare de Sébikotane, la gare de AIBD. Maintenant, la question, c'est quoi la suite? La suite, on la voit sur la carte. C'est deux choses. On peut connecter la gare de Thiès, donc aller amener le TR à Thiès et amener le TR à Saly. Parce que Thaly a une vocation touristique, balnéaire, très importante. Donc en fait, on a imaginé plusieurs scénarios. Donc ici, c'est une coupe qui vous montre grosso modo le TR avec deux voies électriques et deux voies métriques, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a construit dans le cas du TR des voies fret. Ok? Ça, très peu de gens l'oublient, mais on a construit des voies fret. Et donc l'idée, ce serait d'abord, peut-être à partir de l'aéroport, aller à Saly. D'accord? Mais on a deux voies pour aller à Saly. Il y en a une qui est très compliquée, c'est celle que je vous ai montrée, parce qu'on est obligé de passer par la côte. Et donc, vous voyez, ici, en sud, il y a la lagune de la Somone, et donc, c'est des contraintes environnementales et sociales très compliquées. Et il y a une autre variante aussi, qui est peut-être de passer par de passer par l'autoroute, quoi, de longer l'autoroute, où il y aura moins d'emprise et ce sera moins compliqué. Donc, en fait, l'État est en train de réfléchir à ça. Et l'État aussi veut connecter la partie sud de Saly au port de Nayan. Donc c'est pour ça que vous voyez l'embranchement du port de Nayan. Et en haut, vous voyez les différents scénarios pour connecter Thiès. Donc est-ce qu'il faut créer une gare à l'extérieur de Thiès? Est-ce qu'il faut aller sur le tracé existant? Parce que si on voit sur le tracé existant, ça va être comme un Terre 3 parce que il y a beaucoup d'emprises, il y a beaucoup de personnes à dédommager, il y a beaucoup de ponts à faire. Et donc c'est complexe, ça commence à devenir un projet très cher. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et l'idée c'est vraiment en fait l'État est actuellement en réflexion par rapport à ça. La Center, qui est la société de patrimoine à qui l'APIX transfère le patrimoine pour exploiter, est en train de réfléchir justement à cette phase 3 et a reçu un financement pour des études, mais donc tout ça c'est en réflexion. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais aujourd'hui c'est ça la vision à moyen terme. C'est de relier Thiès et c'est de relier Mbour, Saly. Par le TR, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu à votre question d'abord? Oui, effectivement, vous avez Super. répondu à ma question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre... Est-ce qu'il y a Toujours, je m'aligne dans la même veine. Il y a Aïcha qui demande la parole. Aïcha, vous pouvez poser vos questions ou donner votre contribution. Super. Bonjour à tous, bonjour à vous, monsieur le directeur de l'APIX, ainsi qu'à tous les participants de la réunion. Je réponds au nom de Aïssatou Bouzo. Je suis étudiante en 3e année de licence à l'Institut de gouvernance territoriale et du développement local, qui est logé à l'UCAD. Donc, j'ai parcouru une formation qui m'a permis de développer une compréhension assez solide des enjeux de développement territorial, de gestion des politiques publiques et de planification des infrastructures, de la mobilité. Donc, c'est dans ce cadre même que j'ai choisi de consacrer mon rapport de fin d'études au train express régional. Très bien. Qui est un projet phare du plan Sénégal émergent. Donc, j'ai écouté votre intervention par rapport au TER et tous les technologies et tout qui rentrent en... Donc, sur le diapo de la signalisation, j'ai tantôt vu qu'il y a mentionné que le TR-MES contrôle automatiquement les distances de freinage en communication et c'est en temps réel. Donc, est-ce que vous avez été... est-ce qu'il y a des défis principaux techniques qui ont implémenté ce système au Sénégal, vu que c'est un pays qui n'avait pas cette tradition ferroviaire auparavant? Merci. Oui, en fait, la question que tu poses, Aïcha, c'est est-ce que le fait d'implanter le RTMS niveau 2 a eu certaines contraintes dans l'environnement sénégalais? C'est bien ça ta question? Tu m'entends ou bien? Oui, je vous entends, mais ça coupe un peu. Oui, donc c'est bien ça. C'est pour reformuler ta question, c'est bien ça? Vous pouvez reprendre, j'ai pas cru entendre tout de... Non, en fait, ce que tu veux savoir, c'est le système de signalisation ERTMS niveau 2.
Donc, ces technologies qu'on a utilisées, en fait, quelles étaient les différentes contraintes dans l'environnement sénégalais? C'est ça que tu Oui, vois. c'est ça. Oui, oui, oui. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ce système de signalisation, déjà, il coûte cher. C'est pas gratuit. Et en fait, il faut remonter à la genèse de pourquoi on l'utilise. On l'utilise encore une fois pour drainer beaucoup de personnes par heure. Et c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Parce qu'en fait, il faut partir depuis le début. Le PTB, c'était à peu près 6 000 à 6 000 à 6 000, 5 000 à 6 000 personnes par jour de flux qu'on déplaçait. Le TR, c'est maintenant plus de 200 000 personnes par jour. Donc ça, tu peux pas faire ça avec le système avant, hein, avec où le train s'arrête quand il voit des gens. Non, non, non. Il faut que tu aies des flux fréquents et rapides. Et pour ça, il faut un système de signalisation performant. Donc nous, on a dit, vu que on va développer le TER sur plusieurs régions, il faut qu'on ait le système de pointe pour drainer par heure. Parce qu'en fait, dans l'exemple de la gare de Dakar, c'est à peu près l'équivalent de 3000 personnes par heure qui naviguent, quoi. Juste la gare de Dakar. Donc imagine, donc la gare de Dakar, c'est quasiment le PTB sur tout le tracé. Donc en fait, t'as des personnes, t'as beaucoup de personnes qui sont là, qui attendent le niveau des quais, il faut faire passer le flux. Et donc c'est pour ça qu'on utilise ce système-là. C'est parce qu'avec ce système-là, tu peux faire passer avoir une fréquence très faible. Actuellement, on est à 10 minutes. Avec les 22 rames, on peut passer à 8. Et en fait, on peut aller jusqu'à 5 minutes, enfin 6 minutes, disons. Donc je sais que 6 minutes, il va y avoir un train. Comme un métro, quoi. Et donc ça demande justement ce système de signalisation important, sachant que, initialement, hein, le TR n'était pas pensé comme un métro. Il était pensé pour faire du régional. Mais en fait, il y a eu tellement de monde entre Dakar et Diamniadio que, en fait, actuellement, il fonctionne comme un métro. Et en fait, il a donné quand même raison au système de signalisation qu'on a utilisé parce que aujourd'hui, on n'a aucun problème sur ça. Sur les 22 trains, on fait à peu près 196 trains par jour en rotation. Et sur ces 196 trains en rotation, 98% sont à l'heure. Tu te rends compte? C'est-à-dire que sur 100 trains, tu en as 98 qui, lorsqu'on dit que le train va arriver à 10h15, arrive à 10h15. Et il y en a 2 qui n'arrivent pas à 10h15. Donc c'est quand même un système très performant parce que quelqu'un qui va prendre un transport en commun, s'il attend trop, il va dire ok, moi finalement je prends un autre mode et je sais pas. Il faut que le TER, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est pas juste le temps de transport, c'est le temps d'attente aussi. Parce que si tu attends trop, mais tu dis bon, finalement j'ai attendu 40 minutes et j'ai fait 20 minutes de trajet, ça fait 1 heure, c'est pas bon. Donc il faut optimiser tout ça et c'est pour ça que pour optimiser tout ça, il faut que le flux soit évacué de manière très rapide. Et pour ça, il faut un système de signalisation très performant. Et c'est la raison pour laquelle on utilisait le RTMS niveau 2. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci pour la pertinence de la question. Je voudrais aussi en profiter pour vous dire que la semaine passée, notamment le mardi, je suis partie à l'APEX pour déposer mon CV, notamment pour faire mon stage de fin d'études à l'APEX. D'accord. Je pense avoir vu peut-être ton CV passer, je crois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est les ressources humaines en ce moment qui recrutent à la fois les stagiaires et les permanents. Et donc, moi, je t'invite à contacter Madame Aminata Djakhate, tu peux la retrouver sur LinkedIn, mais si tu lui envoies un message en lui disant que tu as déposé ton CV, en lui donnant la décharge, elle pourra t'orienter et t'aider à ça. Mais je pense que on prend toujours des gens hein, en tout cas pour les stages, sauf si c'est des stages qui sont pertinents et en lien avec le TR. Donc je t'invite à tenter ta chance encore. C'est Aminata Diakhaté. Oui, Aminata Djakhate. Tu cherches sur LinkedIn D'accord. Aminata Djakhate. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, docteur Siré, vous avez la parole. Oui, merci, May. Bonjour, Latir. Donc, on se retrouve dans un autre cadre. Bonjour Amadou.
Donc, on se connaît très bien, donc, de l'époque Tout à où je fait. travaille dans le chemin de fer. Et justement, on a pas mal travaillé ensemble sur ce projet. Et donc, déjà, au nom du LASPA, de remercier l'ATIR pour sa participation. Donc, d'avoir accepté d'animer ce séminaire-là qui était très important, hein, et qui a été bien conduit aussi par May. Donc, bon, je vais pas avoir vraiment de questions dans le fond du projet, peut-être une contribution sur, je pense que la tire, tu aurais pu insister davantage sur la signalisation, montrer des images du coffre. Je pense que ça aurait été bien pour montrer justement l'aspect technologique. Donc, le centre des opérations ferroviaires qui est géré à Koloban, c'est là-bas qu'on voit vraiment toute la machine qui gère l'exploitation et la modernité, en fait, qui a été amenée en termes d'outils, vu que tu faisais référence aux outils que vous avez utilisés. Effectivement, il y a vraiment des outils de pointe là-bas qui gèrent au quotidien, même si c'est vrai que c'est plus sous le giron de la CETER et de la SENTER, mais c'est l'APIX qui a quand même monté ça. Moi, j'aurais quand même une question qui est plus relative au transfert de compétences. C'est-à-dire que, en gros, vu que effectivement, il y a beaucoup de compétences de technologie de pointe, donc qui sont gérées par des entreprises, donc qui ont les compétences. Nous n'avons pas les compétences ici, ça c'est clair, c'est un fait. Mais maintenant, est-ce que l'APIX ne pourrait pas monter justement des projets qui permettraient justement de répondre aux nouveaux besoins qui ont été développés par le TER? Par exemple, si tu avais parlé de l'infrastructure où majoritairement c'est fait localement, mais si on prend par exemple les traverses qui sont souvent importées, mettre en place une usine de traverses certifiée qui nous permettrait de répondre à la demande locale et voire à la sous-région, ça peut être une piste de projet. On a des mines de fer du Sénégal oriental, mettre donc des unités de métallurgie qui permettraient de concevoir des rails localement. En fait, tout ça pour aller justement vers cette quête de souveraineté-là. Je pense qu'on est un peu loin pour créer des trains, des locomotives ou des wagons qui soient au niveau technologique d'Alstom, ça c'est clair. Mais c'est pas impossible, mais il faudrait un temps. Mais en gros, qu'est-ce que l'APIX pourrait mettre en œuvre pour justement développer les compétences locales certifiées? Ça veut dire qu'on arrête de dépendre des technologies étrangères. Voilà, merci et félicitations encore pour la présentation. En tout cas, merci Amadou, et ça me fait plaisir de te reparler. Et effectivement, on est nostalgique de l'époque où on travaillait ensemble, et on espère qu'on aura d'autres possibilités de collaborer dans des projets futurs. Par rapport à ta question, oui, effectivement, c'est vrai que j'aurais pu mettre une vidéo du COF. J'en ai une là d'ailleurs, je peux la partager à la fin, qui montre les derniers essais qu'on a fait de la phase 2. Et par rapport à ton autre question, justement, le transfert technologique, c'est un sujet extrêmement important. Par rapport aux traverses déjà, à la base du TR, l'idée c'était que on avait fait des études de risque, et en fait, c'était pas rentable de faire une usine de traverse. Et en fait, ça dépendait aussi du choix de la traverse, parce qu'on a utilisé des traverses monoblocs et donc en pré-contraint. Et à l'époque, il n'y avait pas d'usine de traverse en pré-contraint au Sénégal. Il y avait des usines de traverse en bibloc, donc avec du béton traditionnel et une barre et de l'acier d'armature. Et donc à l'époque, c'était pas rentable pour une ligne de 36 km de faire une usine de traverse. Et ça rebondit sur ce que je disais, c'est que en fait, pour donner de la visibilité en termes de transfert, il faut que l'État voit à long terme. Si l'État, on sait tout de suite, en 2015, qu'on va faire tel et tel projet, et que, indépendamment des différents types de gouvernements, on va aller vers ce schéma-là, en fait, ça pousse à créer justement cette valeur et cette transmission. On a aussi ce problème aujourd'hui avec la CETER. Parce que aujourd'hui, ça, il y a des négociations entre la CETER, qui est détenue en majorité par la SNCF. La SNCF, chaque fois, dit qu'elle va partir et tout, et l'État ne sait pas si elle va reprendre tout de suite l'exploitation ou pas. En fait, cette incertitude, ça pousse les gens qui ont une compétence dans le ferroviaire à dire, mais moi, j'ai pas de visibilité sur ce qui va arriver. Donc, j'ai accepté un travail avec l'expérience que j'ai eue au TR, en Égypte,
ou je vais aller en France, ou je vais aller aux États-Unis, ou je vais aller, parce que, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer au Sénégal dans 5 à 10 ans. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, ça crée un problème parce que ça met les gens dans l'incertitude. Et donc, les gens qui ont capitalisé avec l'expérience ultérieure, aujourd'hui, ils se disent, OK, mais on va faire quoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas encore de projet tangible où les gens peuvent se dire, OK, se projeter. Et ça, c'est extrêmement important pour le transfert de technologie, c'est la projection. Et c'est une question extrêmement pertinente, Amadou, et je suis tout à fait d'accord. Mais sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui cette projection-là. Et je suis sûr que si on avait cette projection depuis le début, bon, en fait, on aurait un meilleur transfert à la fois des ressources matérielles que du capital humain. Voilà. Merci beaucoup, Latir. Ben, Je je te t'en prie. redonne la parole. Merci, Monsieur Lacturian, pour les éclaircissements. Il y a une question de Diaria Touba dans le chat qui nous dit, est-ce qu'il existe une coordination ou une mutualisation des technologies utilisées entre les grands projets de transport comme le TR et le BRT, notamment en matière de système d'information géographique, de gestion des données ou de système de signalisation? Bon, effectivement, je vais répondre à cette question, mais oui, en fait, la mutualisation, elle se fait naturellement parce que il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le TR qui ont été embauchés par le BRT. Ils utilisent les mêmes outils qu'on utilise. Et donc, forcément, il y a un partage de ces outils-là. Je sais que les équipes au niveau du BRT utilisent aussi tout ce qui est ArcGIS et ils ont à peu près les mêmes outils. Mais le problème, c'est que je pense que ça doit être fait pour l'ensemble des structures. Et ça tarde peut-être à ce que la mayonnaise prenne. Mais je sais en tout cas qu'il y a quelques structures qui l'utilisent. Mais c'est vrai qu'il faut généraliser ça. Mais pour ça, il faut, en fait, il faut former beaucoup plus de personnes. Ces personnes, comme on le dit, elles se déplacent, elles vont dans d'autres structures et puis elles amènent une nouvelle façon de piloter les projets et puis il y a un portail d'information, quoi. Mais en fait, il faut former beaucoup de personnes en ce sens-là. En matière de SIG et de système de signal, système de drone, quoi. Un système de signalisation, bon, ça c'est propre au ferroviaire. C'est pas quelque chose qu'on peut exporter dans un autre projet de route ou de bus, quoi. Donc voilà. Merci, Monsieur Lyon. Je m'inscris toujours dans la même veine que le docteur Amadou Siré-Sall. Aujourd'hui, il y a un débat qui se pose, qui est le paradoxe de la souveraineté technologique en Afrique. Vous allez me pardonner de personnaliser le débat. Aujourd'hui, vous êtes formé au Canada, vous avez fait MIT aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ou bien le Sénégal peut se permettre ou s'autoclamer une souveraineté technologique? Bon, ça c'est une question, je vais même dire philosophique, quoi. Moi, ça c'est la tiers qui parle. Hein. J'ai un certain problème avec ce qu'on appelle souveraineté parce que les premières technologies, et ça je remonte dans l'histoire, c'est les langues. Si on fait un rétro-planning, il y a peut-être 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est la naissance de l'écriture et en Égypte, et c'est toute l'Égypte pharaonique qui a utilisé cette technologie. Après, il y a eu le papier. Après, il y a eu, en fait, les technologies, c'est pas seulement des objets sophistiqués, c'est des choses qui permettent la communication entre les gens et qui permettent d'accélérer un certain niveau de développement. Car depuis que l'écriture a été créée, depuis que le papier a été créé, depuis que l'impression a été créée, en fait, ça a boosté la productivité de l'être humain. Et en fait, on se rend compte que cette production d'artefacts, cette production de choses, elle ne s'est pas faite dans un contexte bien fermé. Tout est ouvert. Par exemple, les langues. Là, le français, les gens disent, ah, le français, c'est pas une langue. Mais le français, 40% des mots en français, c'est du latin. 40% c'est des mots arabes. Par exemple, le sucre, c'est dérivé de l'arabe.
Et donc, les langues, c'est des produits de mélange, en fait. Et en fait, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce mot de souveraineté technologique, parce que ce n'est pas propre à une nation, à un groupe d'individus. C'est quelque chose, en fait, qui évolue dans le temps par des civilisations et qui est tellement brassé et qui arrive à un moment donné à un concept qui est approprié souvent par une nation. Parce que le français, aujourd'hui, a été approprié par la France. La France a dit, OK, cette langue-là, c'est notre langue et on va la perfectionner. Donc, ils ont eu un tas de scientifiques et un tas de littéraires qui ont perfectionné la langue et qui ont donné toute cette réputation aux Français, à la France. Mais le débat aujourd'hui par rapport aux Français, c'est que en 2050, la plupart des francophones seront des Africains. Et en fait, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que je pense, c'est que des gens comme Bougarsar qui ont eu le prix Goncourt, il faut les multiplier. Et à la fin, en 2050, vous allez voir que en fait, on va associer le français peut-être au Sénégal et pas à la France. Parce que justement, il y a des gens qui ont travaillé cette langue et qui ont fait en sorte que cette langue a été rayonne en fait. Et c'est partout le même pour la technologie. La technologie, le chemin de fer initialement, c'était une technologie britannique. Les Français utilisaient cette technologie pour bâtir les premiers chemins de fer avant le début du XXe siècle. Après, c'est les Français qui ont vraiment masterisé cette technologie, jusqu'au point culminant qui est les années 70 avec le TGV, les années de Giscard d'Estaing, où le TGV a été une technologie incroyable. On a fait cette association mentale entre le train et la France, et l'Europe. Et voilà, donc en fait, c'est en fait comment... C'est pour ça que moi j'ai du mal avec ce terme-là. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que, personnellement, pour moi, il veut rien dire. Parce que c'est des choses qui se passent entre les cultures et les nations, et en fait, c'est comment vous le communiquez et comment vous perfectionnez la technologie. J'ai un autre exemple aussi, c'est l'Empire romain. Les Romains ont utilisé des technologies incroyables. Le béton, c'est une technologie romaine. Le mélange de ciment, d'eau, de pierre, etc., qui permettent de construire des routes et qui permettent de construire des fois des fortifications. Mais c'est une création romaine. Et jusqu'à maintenant, on l'utilise. Bon, c'est certes on l'a perfectionné avec le béton armé, des choses comme ça, mais c'est les choses, eux aussi, qu'ils ont reçues de l'Empire byzantin, qu'ils ont reçu de l'Empire sassanide, qu'ils ont perfectionné. En fait, les technologies se passent. Et en fait, moi, je suis contre l'idée qu'il y a une souveraineté technologique, ça veut rien dire, pour moi. Personnellement. Hein, ça, c'est un avis personnel. Pour moi, c'est pas, ça pas j'arrive pas j'ai pas du mal avec ce terme-là, parce que c'est des choses qui se passent. Et en fait, c'est un problème de communication et d'appropriation. Parfait. Merci, M. Nyon. Je rappelle qu'on est à la dernière rubrique de ce séminaire qui s'intitule Prospective et leçons apprises. Aujourd'hui, quelles leçons technologiques et opérationnelles tirées du train express régional peuvent-elles être appliquées à d'autres grands projets d'infrastructure de transport au Sénégal ou en Afrique? Bon, alors je vais essayer d'être bref et précis. Numéro 1, il faut une volonté politique. Numéro 2, il faut bien faire les études, et en fait, c'est le problème qu'on a eu avec le TR, c'est on allait vers une conception-réalisation, et donc on a fait moins d'études, on a plus laissé à un entrepreneur le choix de faire les études, ça coûte plus cher. Donc, en termes de retour d'expérience, il faut terminer les études avant. Malheureusement, en termes politiques, c'est pas un message qui passe souvent, parce que les études, ça prend du temps. Et en fait, les gens veulent accélérer. C'est pour ça qu'il y a ce modèle en ce moment de conception-réalisation qu'on utilise beaucoup. On donne quasiment tout à l'entreprise, elle fait tout, mais l'État n'est plus souverain. Enfin, j'aime pas utiliser encore ce terme. N'est pas propriétaire de la conception, quoi. Donc, en fait, les études, faut les faire avant. Il faut une forte volonté politique. Il faut avoir une très bonne équipe juridique et contractuelle pour cadrer le projet. Il faut bien choisir les entreprises. Extrêmement important, savoir des entreprises qualifiées. Et la promotion du contenu local ne doit pas se faire au détriment de l'expertise. Oui, c'est bien il faut faire avec des Sénégalais, etc. D'accord, mais il faut que la personne ait le bagage technique pour le faire. Sinon, vous prenez un étranger. Ça, c'est clair. Sinon, vous n'avez pas de valeur. Et puis, le projet s'arrête jamais. Il faut que bien choisir l'entreprise
Et après, il faut veiller, comme on l'a dit, au transfert de compétences et au transfert de ressources. Mais pour ça, c'est aussi le rôle de l'État, parce que l'État doit être clair par rapport à ce qu'il souhaite faire dans une temporalité. Moi, c'est et après, c'est pour ça que les technologies, elles viennent tout seules après. Quand ce schéma systémique est mis en place, les technologies viennent tout seules. Parce qu'en fait, c'est pendant les études qu'on nous a proposé le RTMS niveau 2 pour la signalisation, c'est en choisissant des personnes expertes et compétences qu'on a eu ces choix-là. On ne s'est pas levé avec ces choix technologiques, mais c'est en choisissant les bonnes personnes. Et c'est pour ça que les bonnes personnes aux bons endroits sont un critère extrêmement important. Ok? Voilà, moi je pense que... Merci pour la pertinence de la réponse. La dernière question, je dirais plutôt une série de questions, parce que ça va dans le même sens. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle et de la digitalisation du terre, quelle évolution technologique pourrait transformer l'exploitation du train express régional dans les prochaines années? Si vous deviez repenser le projet TER aujourd'hui, avec les avancées technologiques récentes, quelle innovation prioritaire intégreriez-vous? Alors là, c'est une question assez particulière, hein. Avec l'ère de l'intelligence artificielle, et en fait, ce qu'est de l'intelligence artificielle précisément, c'est surtout aujourd'hui, ce que ça peut nous aider, c'est par exemple de savoir, comment dire en anglais, le customer, le client. Qu'est-ce que le client veut vraiment? Je m'explique. Parce que, en fait, sur les quais, aujourd'hui, il y a du monde qui arrive. Et aujourd'hui, avec les trains, on n'arrive pas à absorber il y a des gens qui attendent sur les quais. Et en fait, une analyse plus fine avec des caméras sur les quais, pour savoir combien de temps la personne attend sur le quai, quel est son besoin précis, pour mieux, je vais utiliser encore un terme anglais, customiser, adapter l'outil technologique à la personne. En fait, c'est ça qu'aide aujourd'hui l'intelligence artificielle. Elle permet de dire aujourd'hui, ok, il y a un tel qui est sur le quai là, il attend depuis 1 heure, mais ça ne me dérange pas d'attendre. Il est en train de lire et tout ça, donc considère que cette personne, elle n'a pas de mal à prendre le TER parce qu'elle trouve que c'est confortable, qu'elle peut attendre sur le quai en lisant un livre, elle prend son train tranquillement, elle peut faire autre chose. Il y en a un autre qui a attendu pendant 10 minutes et qui est parti parce qu'il était pressé. Et en fait, c'est cette data analysis aujourd'hui que le Léa peut faire. Et en fait, peut plus customiser la demande et en fait, faire évoluer peut-être le système de transport. Est-ce qu'il faut un train tous les 10 minutes? Est-ce qu'il faut des trains jumelés? Est-ce qu'il faut, etc. Donc c'est ça qui est important. Et ça se fait par une analyse de data et une analyse statistique aussi, notamment avec des simulations Monte Carlo. Je sais pas si les gens sont familiers avec le monde de la finance et tout. Et pour justement calibrer l'offre et la demande. C'est extrêmement important. Et ça, Léa peut faire. Parce qu'en fait, Léa, aujourd'hui, elle peut cibler précisément ce que vous avez besoin. On le voit avec les réseaux sociaux. Il suffit que je pense que quand je vais arrêter la communication, on va m'envoyer des messages de tickets de train, de TR, des choses comme ça, justement parce qu'il y a cette connaissance du client par l'outil technologique de l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, qui peut aider à faire évoluer l'offre de transport pour la cibler. Merci, Monsieur Yon. Il y a Djeria Touba qui a levé la main. Djeria Touba, vous avez la parole. Bonjour à tous. Désolée de revenir sur votre dernière rubrique. En fait, tout à l'heure, je pouvais pas parler, du coup, j'ai écrit, mais je pense que le présentateur n'avait pas trop compris ma question. Moi, quand je parlais de mutualisation, c'est aujourd'hui le fait que, par exemple, ils ont utilisé des drones pour savoir quelle emprise au sol ils avaient besoin pour le projet Terre. Est-ce que ces données, à la fin, ont été centralisées quelque part pour que, quand ils vont mettre en place d'autres types de projets, qu'ils soient réutilisés? Parce que je trouve assez dommage
que ces données soient utilisées pour un projet et qu'ensuite, pour mettre en place un nouveau projet qui soit pas remobilisé. Parce qu'aujourd'hui, en France ou partout en Europe, c'est ça qu'ils font. Quand ils font un projet, ils centralisent les données et ensuite, ils vont regarder pour plus baisser peut-être en termes de finances, en termes d'économie, plus baisser le projet, voir qu'est-ce qu'ils peuvent réutiliser dans ces données ou comment les remobiliser. Et au-delà de ça, il y a le fait que aussi, aujourd'hui, par exemple, moi qui suis à Paris, je peux par exemple regarder sur mon téléphone, dire que quand je suis en banlieue parisienne, quand je dois aller à Paris, il faut que je prenne le train, que je prenne ça et ça et ça. Et ça, c'est des mutualisations de données qui permettent d'avoir ça dans une seule plateforme. C'est de ça que je parlais en fait. Merci. Ouf, oui, j'ai très bien compris ta question et pour répondre très rapidement, et pour être honnête, ça c'est pas encore fait à ma connaissance au Sénégal au niveau des de toutes les structures publiques. C'est-à-dire de cette centralisation de données et surtout le retour d'expérience qu'il y a eu sur le terre en termes de drones, que ça puisse être utilisé pour non seulement faire de nouveaux projets, ça c'est pas encore fait. C'est-à-dire ce partage global dans toute l'administration, c'est pas encore fait. Je sais qu'il y a un projet de digitalisation qui est en cours, mais je suis pas sûr qu'il intègre ça. Et effectivement, c'est une question qui est fondamentale qu'il faut faire. Mais malheureusement, ça ne peut pas être porté par l'APIX. Ça doit être porté justement par l'agence qui s'occupe Sénégal numérique, ça s'appelle ouais ça. Et ce genre d'agence, c'est elle et l'agence de territorialisation. Comment elle s'appelle déjà l'agence? J'ai oublié son nom. L'ANAT. Donc en fait, c'est un jumelage entre ces deux agences qui doit faire ce travail de cartographie. Nous, on a les données, hein. C'est-à-dire que nous, on a, comme vous l'avez dit, on a pris des drones à chaque semaine. C'est dans un fichier, mais c'est pas dans une plateforme partagée. Et c'est ça qui manque, effectivement. Et je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est pas encore fait. C'est for sure, c'est clair. Merci, M. Nyon, pour la qualité et la pertinence de vos réponses. Je pense qu'il est l'heure de clôturer le séminaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation du LASPAD de M. Laternion. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation active au séminaire. C'est moi qui vous remercie. Ainsi que tout le public. Votre présence et la qualité des échanges ont grandement contribué à la réussite de ce séminaire. Nous espérons que cette journée vous a été bénéfique et que nous avons hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro. Merci, M. Nyon. Merci à tous. Merci à vous et puis n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par LinkedIn, ça me fera plaisir de vous ajouter et de partager avec vous si vous avez des questions. Merci à tous et merci à toute l'équipe du LASPAT. Merci beaucoup. Merci.